Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 11 de Boruto, un épisode que j'ai très clairement adoré. Beaucoup de hype là-dedans, beaucoup de, pas révélation, mais en tout cas beaucoup de choses nous sont montrées là-dedans. Et je vous le dis direct, j'ai pas prévu de m'éterniser sur les histoires de poste, de livraison de courrier, je sais pas quoi. Vous avez bien compris, on va parler de l'identité principalement, de qui pourrait contrôler le Noué. Quand je parle de Noué, si vous avez vu l'épisode, je parle bien sûr du monstre là, le fantôme et compagnie. Et bon, dès le début de l'épisode, on comprend que, ça commence à devenir la merde, étant donné que Sumire est allée à l'hôpital parce qu'elle s'est faite attaquer. Alors c'est pas super bien clair dans l'épisode, mais en gros, ils nous disent que le Hokage, donc Naruto, était pas très loin, il a pu faire en sorte que l'incident soit très vite clos. C'est pour ça que Boruto n'a pas eu besoin, en tout cas, de venir à sa rescousse, comme je croyais en tout cas que ça allait être le cas, mais finalement non. Et tout cet incident autour de Sumire ne nous est pas montré en vérité, si on regarde bien l'épisode, mais juste raconté un petit peu par-ci par-là. Et durant ce passage-là, j'en retiens aussi qu'on a eu un personnage de Shino en retrait, mais ça a complètement changé par la suite, on va en reparler. Durant cette même discussion avec Sumire sur son lit d'hôpital et tout ça, j'en ai rien retiré de particulier pour le scénario en tout cas. C'était juste une étape, on va dire, nécessaire pour nous faire comprendre la gravité des choses, des attaques de Konoha. Et j'aurais cru que ça allait prendre un petit peu plus, parce que pendant un moment, on avait Sarada qui était en train de fixer justement Boruto. Et je me suis dit, peut-être que comme son père Sasuke, elle arrive un petit peu à lire les émotions de Boruto ou à comprendre que Boruto est en train de cacher un truc. En plus, je sais pas pour vous, mais il y a un truc qui me saoule depuis plusieurs épisodes. Pourtant, j'adore Boruto, je le redis. Mais il y a un truc qui me saoule vraiment, c'est que Boruto n'arrête pas de dire un petit peu à tout le monde, à ses propres parents. Là, maintenant, il le dit devant toute sa classe. À chaque fois, il parle de l'ombre. Il dit qu'il voit quelque chose. Et il y a personne qui s'arrête, qui lui dit, attends, qu'est-ce que tu viens de dire là? Dis-moi un petit peu plus. Non, personne. C'est comme si vous croisez un collègue et il vous dit « Ça fait 3 jours que je vois des fantômes ». Peu importe, on s'en fout que vous croyez ou pas aux fantômes, ça va vous faire réagir. Soit vous allez peut-être vous moquer, peut-être que vous allez rigoler parce que vous y croyez pas. Mais peut-être que c'est votre ami, vous lui faites confiance, il vous a jamais raconté de conneries de toute sa vie. Alors peut-être vous allez lui poser quelques questions, essayer soit de comprendre le mec il est fatigué, il a pris des médicaments qui font avoir des hallucinations, parce que oui. Ou alors si vous y croyez aux histoires de fantômes, eh bien vous allez en discuter avec lui, le croire, aller essayer de comprendre quelque chose. Mais là, Boruto il parle, tout le monde s'en tape, depuis plusieurs épisodes. Je trouvais ça très con. Bon, tout le monde bien sûr à part Shikada et Mitsuki. Bon, Mitsuki il savait déjà pour ça. Et petit à petit, Boruto il arrive à ramener plus de monde vers lui en fait. Mais avec le nombre de fois où Boruto en a parlé devant des gars comme Shino ou des gens en fait comme Hinata et même Naruto, personne n'y fait cas, enfin je comprends pas. À la suite de ça, on a eu un moment que j'ai trouvé très très intéressant, et c'était pas du tout parce que Naruto s'est mis à tirer l'oreille à Boruto, c'était pas ça que j'ai trouvé cool. C'est que une fois que Naruto leur a expliqué la situation et la gravité, que des mecs se font attaquer, se font pomper tout le chakra, on a vu qu'il y avait encore une confrontation entre Naruto et Boruto. En gros, Naruto ne fait pas vraiment confiance à Boruto, il lui a dit « Passe l'académie et on reparlera après de tes exploits ». Il lui a fait comprendre que c'était pas à lui de mener une enquête. Une chose qui me saoule encore une fois, c'est que Naruto ne discute pas avec Boruto des résultats de son enquête. Il lui dit pas où est-ce que tu es allé, qu'est-ce que tu vois. Personne ne dit à Boruto qu'est-ce que tu vois avec ton putain d'œil noir. J'ai l'air énervé, pourtant je vous jure que j'ai adoré l'épisode, vraiment. Mais c'est plutôt une remarque négative sur l'ensemble de la série Boruto en 11 épisodes. Il y a personne qui fait le lien pour le moment entre Boruto qui dit qu'il vient d'éveiller un pouvoir avec son œil, sachant que le grand-père de Boruto a confirmé qu'il sentait que Boruto ne mentait pas, donc Naruto est au courant de ça, et derrière il lui dit qu'il voit le monstre, ou qu'il voit quelque chose, un spectre et tout ça. Il y a de quoi se poser et lui poser des questions, mais non, ça n'est pas fait. Alors bien sûr, pourquoi ça n'est pas fait? Tout simplement parce que les scénaristes en charge de toute cette histoire-là ne veulent pas aller trop vite. Ils ont prévu que les révélations seront faites à tel épisode, et forcément si on se met à poser des questions à Boruto, des questions, ça amène des réponses. Et les réponses, les scénaristes ne veulent pas nous les donner trop tôt. Donc vous me connaissez, j'aime pas critiquer sans essayer de comprendre. Et ces gars-là, je les comprends. Mais ils se sont mis aussi eux-mêmes dans une situation un petit peu compliquée. À la limite, pourquoi pas, il fallait peut-être jouer la carte, en fait, du Boruto qui veut se la jouer solo, qui ne veut rien dire aux adultes, et qui n'aura rien dit du début à la fin, comme ça, on ne peut pas faire le reproche aux adultes de ne pas poser de questions, vu que Boruto n'aurait rien dit, vu qu'il veut se démerder tout seul. Mais bon, ça n'a pas été fait comme ça, et du coup, ça fait quelques ambiguïtés, c'est le mot. Mais sinon, ce que j'ai vraiment adoré, je vous le dis dans ce passage-là, c'est bien sûr avec Shino. Je me suis plaint du caractère et du traitement du personnage de Shino dans les précédents épisodes de Boruto. C'était volontaire pour qu'il se fasse posséder et tout ça. Mais voilà, ça ne me satisfaisait pas non plus des masses. Et là, je trouve ça intéressant, le fait que Shino déjà, sans être vulgaire, il a porté ses couilles, il faut le dire, face à Naruto, quelqu'un de très charismatique, face au Hokage, il ne faut pas oublier son rang aussi, qui est très vénéré dans le monde de Konoha et dans le monde des ninjas, tout simplement. Et le mec, il est arrivé comme ça, tranquille, il tremblait pas, et il a dit à Naruto, on va laisser faire les jeunes,
je vais superviser un petit peu le truc, et il faut leur faire confiance. Et en gros, t'as pas intérêt à les traiter de gamins, parce que même si Shino ne l'a pas dit, il faut se rappeler aussi que la génération à Naruto, elle a pas commencé à 25 ans. Ils avaient le même âge que Boruto, à peine un petit peu plus, un truc comme ça. Et que des gars comme Naruto, qui ont vécu les aventures les plus folles du monde ninja, je pense que c'est la vérité, ils ont rencontré les divinités, entre guillemets, de la famille Kaguya. Ils ont rencontré tous les anciens ninjas qui ont marqué l'histoire de ce monde-là, comme Hashirama et compagnie, et ils les ont combattus en parlant pour Madara. De voir qu'un mec comme ça, qui a traversé tout ça, à un âge très très jeune, même quand on prend Naruto enfant, il s'est battu contre le premier démon à queue, qui était enfermé dans Gaara. Il a mené des aventures face à Orochimaru. Enfin, vous voyez, c'est pas rien du tout. Donc, j'attendais de Naruto un petit peu plus de compréhension. Je pensais que cette compréhension était arrivée depuis les épisodes 9 et 10, mais visiblement pas tellement. Mais en tout cas, Shino l'a remis en place et Naruto a compris. Et il a laissé son clone s'effacer en voulant dire « Shino, t'as gagné, moralement t'as gagné ». Et j'ai beaucoup aimé cette mise en avant de Shino, qui n'est pas un personnage que j'aime. Je vous l'ai déjà dit, Shino, pour moi, je m'en fous un petit peu. Mais le voir se faire défoncer comme ça à longueur de journée, ça m'énervait. Surtout dans sa version adulte. On fait que nous dire que la génération à Naruto est un petit peu dépassée, que maintenant, on va vers la nouvelle série Boruto, et qui met en avant la nouvelle génération. Donc, il faudrait s'attendre à ce que l'ancienne génération, ça y est, elle a atteint plus ou moins ses objectifs, elle est plus ou moins finie, on n'a plus grand monde à suivre là-dedans. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait un personnage, par exemple Shino, qui se fait toujours victimiser comme quand il avait 12 ou 14 ans? Au bout d'un moment, faut qu'il arrive à s'imposer, et là il l'a fait direct face au Hokage, donc j'ai vraiment adoré ça. Bon, après ça, même si l'épisode était plutôt excellent, il faut le dire, on a quand même eu des scènes un petit peu, qui étaient un petit peu longuettes quand même. Comme par exemple quand on a vu la bande à Boruto qui s'est remis à poster des courriers. Bon, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu, c'était pour nous faire comprendre en tout cas que le monstre n'allait pas attaquer là où la bande à Boruto se trouvait. Donc en gros, ils étaient surveillés par le monstre. Il y a un truc que je vous ferai remarquer, il y en a beaucoup qui le savent déjà parmi vous, mais il y en a d'autres qui ne remarquent pas trop, que des fois les scènes qui ne servent à rien, elles servent à quelque chose, sauf que c'est pas écrit en gros, vous voyez sur l'écran, cette scène sert à ça. Il faut, réfléchir un petit peu, et même si pour moi aussi, ce passage-là dans lequel ils sont en train de poster des lettres, ça m'a saoulé, et je me suis ennuyé, mais quand on voit l'épisode entier, on comprend que c'était pour nous montrer que s'il n'y a pas d'attaque de monstres près de eux, c'était pour une bonne raison. Et la plupart du temps, quand c'est pas des épisodes hors série, filler, tout ça, la plupart du temps, les scènes qui n'ont l'air de servir à rien, c'est parce qu'elles ont un message caché, vous voyez, et dans ce cas-là, faut se servir un petit peu de sa tête et essayer de voir pourquoi. Et on a eu la preuve, et encore dans cet épisode-là, 5 minutes plus tard à peu près, on a eu la preuve. Mais sinon, avant d'avoir cette preuve, on a vu encore un petit passage entre guillemets intéressant sur Sumire qui est toujours à l'hôpital, tandis que ses amis vont partir de l'hôpital parce que leurs parents sont venus les chercher et qu'en plus elles sont en meilleur état de santé. Et j'ai trouvé intéressant que la psychologie du personnage de Sumire soit un petit peu mise en avant quand on voyait que ses deux amis sont venus se faire récupérer par leurs parents et que Sumire les regardait par la fenêtre, et on a vu énormément de tristesse, presque de mélancolie, j'ai envie de dire, dans cette fille-là, tout simplement parce que je vous rappelle qu'elle est orpheline. Donc forcément, elle n'aura jamais ses parents qui viendront la chercher, mais je trouve que ça pourrait être un personnage super intéressant à développer. Pour le moment, Sumire fait penser à une Hinata bis, un petit peu en tout cas. Moi, je dirais qu'elle ressemble à un mélange de Hinata de la série Boruto et un mélange en même temps, un petit peu bizarre comme mélange, mais de Inoue dans Bleach. Par ses folies, ses manières, un petit peu ses mimiques là, sa manière de parler, de bouger ses mains dans tous les sens, un petit peu comme une folle et tout ça. Voilà, je trouve que c'est un mélange. Mais mis à part ça, je trouve que ce personnage serait super intéressant à développer. Pourquoi pas des parents cachés de fous et tout ça? Bon, j'y crois pas trop, mais ça pourrait le faire aussi. Vous savez, quand les mecs veulent se faire un petit billet avec un petit arc filler ou quoi que ce soit, lui inventer des parents de fous, ça peut fonctionner. Faire qu'elle soit l'héritière de tel clan, franchement, c'est tout à fait dans l'état d'esprit de l'univers Naruto et Boruto. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une petite vidéo sur la nouvelle génération parce qu'il y en a beaucoup qui m'intéressent et on n'en parle jamais d'eux sur internet, de ces personnages-là. Donc je pense que ça peut être cool d'en parler ensemble. Et ensuite, eh bien, on apprend qu'il y a eu un événement encore fantôme qui s'est passé loin de là. Bizarrement, c'est Mitsuki qui s'était égaré pendant un long moment qui vient annoncer cette nouvelle-là. Et sur les lieux de l'enquête, Sai est bien sûr encore présent. On lui donne des rapports qui n'ont pas l'air de le faire avancer. Et encore une fois, on nous montre que, eh bien, grâce à l'élément de bois, le Mokuton, il y a du bois qui a bourgeonné, qui a fait des petites feuilles vertes. Encore ce même indice. Bon, ensuite, on a eu une autre scène assez courte et intéressante dans laquelle on voit Sai est accompagné par la suite de Naruto. Il y a une sorte, on voit qu'ils sont en train de faire leurs analyses façon ninja. Je trouve ces passages-là toujours très cool à voir. Un peu cet aspect policier, c'est un peu ça de Konoha. De grosses enquêtes, comment ça se mène et tout ça. Et par la suite, j'ai trouvé plutôt pas mal cette espèce d'aboutissement qui a été donné à Sai aussi. Cette finalité, si vous voulez. Quand Naruto lui a dit « Est-ce que tu veux venir manger avec moi ?» et Sai lui a dit « Non, non, je vais rester jusqu'à la fin de mon boulot, je veux en savoir plus. »
Et ça, et en plus, il se justifie d'une belle manière en disant, si c'est un autre mec de la racine, eh bien, je veux l'aider, je veux le sortir de ça. Tout comme moi, on a réussi à m'en sortir, de cette emprise de Danzo et de la racine entière, eh bien, moi aussi, s'il y a un collègue qui est là-bas, eh bien, je veux le sauver. Et je veux lui faire comprendre que le monde, c'est autre chose que la racine. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, honnêtement. Et puis, Naruto a compris la même chose, il est parti, il s'est dit, tant pis, je vais manger tout seul, je préfère que ça, il fasse ses affaires. Et justement, la preuve dont je vous parlais tout à l'heure, pourquoi la scène qui sert à rien de poster des courriers, tout ça, elle servait à quelque chose. Nous faire comprendre, ça nous a été dit clairement, que là où se trouve Boruto et ses amis, il n'y aura plus d'attaque. Parce que le monstre a compris que Boruto et ses amis vont empêcher justement le monstre, le noué, comme ça a été révélé dans l'épisode, de posséder totalement le chakra des personnes. Si vous avez bien remarqué, le monstre arrive à pomper plus ou moins de chakra. Et c'est tout con, mais ça dépend en fait du temps de possession de la personne. Plus vous arrivez à libérer vite fait la personne, moins de chakra on va lui pomper, c'est logique, hein. Parce que si vous regardez les dernières attaques, les attaques qui nous ont pas été montrées, dans lesquelles on voit juste un mec là qui ressemble un petit peu à un cadavre là, tout sec et tout ça. On dirait dans Dragon Ball quand Cell arrivait à absorber en fait l'énergie vitale des gens. Il les absorbait complètement, tout desséché, ben ça fait un petit peu la même chose ici. Eh bien je pense que ces personnes-là n'ont pas eu la chance d'être sauvées par Boruto ou quelqu'un d'autre à temps, et du coup ils se sont fait pomper totalement ou presque leur chakra. Alors que dans des cas comme pour Shino, Metal Lee et tout ça, il y a quand même une bonne partie de leur chakra qui a été pompée, mais pas tout. Voilà pourquoi ils étaient pas tout flétris là, tout sec, tout bizarre. Et bon, j'ai beaucoup aimé cette phase-là de préparation dans laquelle au final tout le monde était au courant du piège qu'ils allaient mettre autour du mec qui manipule le monstre. Ils ont fait exprès de parler très fort, de dévoiler leur plan comme ça, et Shikadai nous a créé un plan très Shikamaru-esque en tout cas. Même dans sa manière de parler, d'être mis en avant et tout ça, de faire des préparatifs, d'organiser les choses, de dire à Iwabe, est-ce que tu as bien mené ce que je t'ai demandé, toi tu vas te placer comme ça, tout ça. C'était vraiment super bien fait à la Shikamaru. Alors, est-ce que Shikadai devient trop Shikamaru ? Peut-être que oui, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de le voir comme ça pour cet épisode-là. À voir si ça se répète toujours de la même manière, ça sera con. Mais regardez, Shikamaru n'est qu'une déclinaison, un peu une copie de Shikaku, son père, vous voyez ? Donc c'est pas non plus un reproche tout nouveau qu'on peut faire à la série, ça c'est clair. Bon, et au final, le piège réussit, même si j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment d'énormes raisons pour posséder le mec là, le chef de la poste, je sais même pas s'ils lui ont donné un nom. Honnêtement, on s'en fout. J'ai plus trouvé que le mec était, comment dire, il en avait un petit peu marre, un petit peu fatigué, un petit peu exaspéré de ces jeunes qui foutent un petit peu le bordel, mais j'ai pas trouvé qu'il avait une énorme haine ou rancœur de là se faire posséder par le monstre. Mais bon, en tout cas la série a voulu le faire comme ça, c'est juste un petit peu dommage qu'il lui ait pas donné de meilleure motivation à se faire posséder, mais bon bref. Et en plus de ça, on a droit à la révélation d'un design. Je dis bien un design parce que on ne sait pas combien de personnes sont derrière tout ce complot, toute cette histoire-là et tout ça. Et justement, on va rentrer dans le vif du sujet, de l'identité de cette personne-là. J'ai pas besoin de vous faire un récap de comment s'est passé le combat, qu'ils l'ont battu, etc. Vous vous en doutez de toute façon. Le but, justement, de cette fin d'épisode, c'est d'en savoir plus sur l'identité de ces gars-là qui attaquent et de ces monstres. Le souci, c'est que par les simples images du mec masqué qui ressemble un petit peu au gars de la racine et de l'embout, il n'y a pas grand-chose à en faire ressortir. Mais par contre, moi, j'ai une prédiction théorie sympa à vous faire et qui m'a été proposé en plus par plusieurs d'entre vous. Mais déjà, on va prendre en compte les différents éléments qui nous ont été donnés en cette fin d'épisode. On voit un mec masqué, avec des cornes un petit peu bizarres, qui en plus me rappelle un petit peu le délire des cornes à la Kaguya et compagnie. Derrière, bon, on a la résolution de l'attaque, avec une apparition encore plus puissante du noué, justement, comme ça sera dit en fin d'épisode, on va en parler, qui montre un petit peu plus sa tête et qui est en train d'aspirer le serpent dans son espèce de monde, dans lequel il est scellé très visiblement. Et en plus, Boruto a pu vérifier son hypothèse, comme quoi c'était pas juste une hallucination à la con, il a envoyé son parchemin, et le parchemin là-bas dans la zone, dans le monde bizarre, dans cette dimension, on va l'appeler comme ça, il a explosé, et on a même entendu le monstre crier. Comme quoi il a reçu un petit peu de dégâts. Vers la fin de l'épisode, encore une fois, on voit que ce mec-là, cet ennemi, il est dans des espèces d'égouts, là, de tunnels, et il tombe nez à nez avec Mitsuki, les deux ne se parlent pas, mais par contre, n'hésitez pas à aller revoir ce passage-là plusieurs fois, j'ai l'impression que ce mec-là, masqué, il ne savait pas vraiment qui était Mitsuki, ou alors il le savait mais le considérait comme un ennemi, parce que si vous regardez bien, il a hésité, ils ne se sont pas parlé, ça veut dire qu'ils n'ont pas de lien vraiment amical ou quoi que ce soit, mais c'est un peu comme un animal sauvage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens s'approcher des animaux sauvages, comment ça se passe. Ils s'approchent, l'animal regarde l'être humain qui s'approche de lui, les deux se regardent droit dans les yeux, et l'animal, il va voir que l'humain n'est pas dangereux envers lui, et il va partir tranquillement. C'est un peu la même chose. Je pense que ce mec-là masqué, il a jaugé la menace que pouvait être Mitsuki, et il a compris grâce aux espèces de petits sourires en coin là de Mitsuki,
qu'il allait le laisser tranquille. Donc en gros, je pense clairement que Mitsuki s'est montré ici pour lui dire, tu vois, je t'ai vu, je commence à comprendre de mieux en mieux qui vous êtes, mais je vais te laisser faire pour cette fois. Moi, je l'ai interprété comme ça, je l'ai pas interprété comme un complot entre les deux. Parce que depuis les différents épisodes de Boruto que l'on a, on a très bien compris que Mitsuki et Orochimaru, ils mènent une enquête sur ce monstre-là. Ils ne mèneraient pas d'enquête s'ils savaient déjà qui c'était. Et vous allez me dire pourquoi Mitsuki n'a pas attaqué ? Ben peut-être parce que il sait qu'il est pas trop en position de gagner face à ça, ou il a des intérêts à ce que tout ça progresse un petit peu, à faire son rapport à Orochimaru, et que les deux prennent des décisions ensemble. C'est peut-être aussi la mission qui lui a été donnée par Orochimaru. C'est-à-dire, ramène-moi des informations de qualité, mais ne va pas te foutre dans la merde et combattre le premier qui passe. Ça peut aussi fonctionner comme ça. Et en toute fin d'épisode, une fois qu'on a passé le tri du courrier, blabla, tout ça, on voit justement la tablette dans laquelle le noué est scellé, selon moi en tout cas. Et vous savez, ceux qui suivent déjà ma chaîne, normalement le savent, mais pour ceux qui me découvriraient avec cette vidéo-là, je vous salue, je vous remercie énormément d'être là en tout cas, et je voudrais vous dire une chose, c'est que le 23 avril 2017, ça veut dire il y a à peu près 2 mois quand même, au moment de l'épisode 3 de Boruto, j'étais le premier sur YouTube à être venu vous dire ce monstre-là sera le noué. Je vous avais montré toutes les références mythologiques, comment le noué va s'attaquer à Konoha, comment il pourrait s'en prendre à Boruto et à Naruto à la fois, comment on peut en venir à bout et le tuer, tout est dans cette vidéo-là, et depuis 2 mois. Et justement, à partir de ce moment-là, je vous avais dit que selon moi, ce noué était scellé, ça je vous l'avais dit une semaine plus tard, c'est-à-dire il y a quand même aussi presque 2 mois, c'était dans ma review d'épisode 4. Je vous mettrai tous les liens en description si des fois vous avez besoin de rattraper tout ça, pour y voir un petit peu plus clair. Mais en gros, je vous avais dit que chaque possession, ça créerait un triangle sur la tablette, il y a 4 triangles et à 4 côtés, donc 4 x 4, 16, et qu'au bout de la 16e possession, on aurait le noué complet, avec sa tête de singe, les pattes de tigre, le corps de tanuki, la queue de serpent, tout ça, qui sortirait et attaquerait Konoha. Et c'est clairement ça qui nous a été révélé. Et on nous a fait comprendre que les cellules de Hashirama seraient vraiment plus qu'importantes dans toute cette histoire-là. Sachant que là, on a très bien vu sur la tablette qu'il ne reste plus qu'un seul triangle. Donc, plus qu'une seule possession avant que le monstre ne soit complètement libéré. Et du coup, j'en viens à ma théorie prédiction dont je vous avais parlé. Si je pars de tout ce que je viens de vous dire, et que, en plus, on se rappelle de ce que Sai a dit dans l'épisode 10, la semaine dernière. Il a dit que, selon lui, il y a encore quelques membres, en tout cas de la racine qui existent toujours, qui forment une association de méchants, en gros, qui sont en train de travailler sur de la technologie, sur des armes, justement, et des trucs qui vont faire de la destruction massive et tout ça. Donc déjà, pour moi, la première chose, c'est que le mec que l'on voit masqué ici, l'ennemi que l'on a vu, n'est pas forcément le grand boss, le grand méchant de l'histoire, mais plutôt un membre de cette organisation, un peu comme le même fonctionnement que la racine ou même l'embout de manière générale. Il y a plein de mecs masqués qui travaillent dans la racine et qui à l'époque ils travaillaient pour Danzo. Et bien justement, je vais vous faire part d'une théorie que vous avez été nombreux à me donner et avec laquelle je suis à 100% d'accord, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de faire face au retour de Danzo ? Alors déjà, j'ai une toute première question à vous faire. Pour ceux qui ont l'habitude ou qui aiment beaucoup le personnage de Danzo, parce que pour moi, le personnage de Danzo était bien, mais c'est pas du tout un de mes personnages préférés, même s'il avait beaucoup de charisme et tout ça. Mais voilà, c'était pas trop mon truc. Mais pour ceux qui ont vraiment l'habitude de l'entendre parler, d'écouter sa voix, eh bien, est-ce que à la fin de l'épisode de Boruto, là, l'épisode 11, est-ce que vous avez reconnu la voix de Danzo ? Moi, je dirais que oui. Le timbre de voix et tout ça, ça ressemblait. J'ai été en plus comparé avec les épisodes de Naruto Shippuden dans lesquels il y a Danzo qui parle. Et c'était très ressemblant. J'ai trouvé qu'il y avait quelques petites différences. J'ai l'impression que la voix de Danzo était un petit peu plus grave que celle que l'on entend dans cet épisode-là. Mais bon, si les studios d'enregistrement des doublures ont changé de micro, ou le mec il a changé son intonation, parce que le Danzo qui revient est énervé, enfin bon, voilà, il peut y avoir des tas de trucs qui font que la tonalité de la voix change un peu. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on se rapproche énormément de la voix de Danzo. La voix, pour être bien clair avec vous, je parle de la voix à la fin de l'épisode qui dit que grâce aux cellules de Hashirama et du chakra mauvais des personnes, ça va ouvrir la porte et que le noué va pouvoir en gros attaquer et qu'on va pouvoir libérer le noué. Je parle vraiment de cette voie-là. Et le cas Danzo pourrait correspondre super bien dans cette théorie-là. Parce que déjà, Danzo, d'après ce qu'on a vu, il est mort, mais son corps avait complètement disparu. Et c'est un petit peu bizarre, même s'il avait fait une attaque destructrice, explosive et tout ça, que le corps disparaisse. Pour les fans de Dragon Ball, quand Majin Vegeta s'est fait péter, il était toujours là ensemble et il s'est effondré au sol. C'est pas un super exemple, mais je pense que c'est l'exemple le plus connu de tous. Une autre chose, c'est que, si c'est des mecs de la racine qui sont liés, l'ancien chef de la racine, c'est Danzo. Donc bon, ça colle. Qui pourrait avoir une rancœur dans la série Boruto envers Konoha à ce point-là ? Danzo, encore une fois. Même si à la toute fin du combat Danzo contre Sasuke, on avait l'impression que Danzo s'était repenti. Mais bon, le gars Danzo est quand même un radical, donc ça peut causer de gros problèmes. On nous a parlé des cellules de Hashirama. Eh bien, Danzo avait les cellules de Hashirama. Elles étaient greffées sur lui aussi. En plus de ces fameux Sharingan qu'il avait sur lui, je pense que vous vous en rappelez tous.
Orochimaru a l'air au courant, plus ou moins en tout cas de l'histoire, pas de tout, mais à peu près quand même dans l'ensemble. Et avec qui Danzo travaillait à l'époque et par qui en tout cas il s'est fait greffer ses Sharingan sur le bras, les cellules de Hashirama et compagnie, c'est grâce et avec Orochimaru. Alors là, je ne pense pas que les deux sont deux mèches et travaillent ensemble, je pense que Orochimaru est contre Danzo maintenant, mais que justement, il en sait beaucoup grâce à ce lien qu'il y a eu entre les deux, et il a vite compris que c'était Danzo qui revenait. Après, pourquoi une bête qui ressemble au Noué? Eh bien là, j'ai une réponse. Si vous avez vu mes vidéos concernant le Noué, en particulier mes reviews d'épisodes 3 et 4 de Boruto, je pense que c'est les plus importantes à voir sur le sujet. Dedans, je vous explique que la bête en mythologie japonaise, la chimère, qui a l'habitude de combattre le Noué, elle s'appelle le Baku. Et là, je vais vous afficher à l'écran à quoi ressemble le Baku en mythologie japonaise, et je vais vous montrer à quoi ressemble l'invocation que Danzo avait fait à l'époque contre Sasuke. Eh bien, c'est exactement le Baku qu'il a invoqué. Est-ce que ça vous fait pas bizarre qu'il y ait tant de similitudes et que la bête qui a l'habitude de combattre le Noué était l'invocation de Danzo? Est-ce que justement c'est pas pour nous montrer que Danzo est revenu d'une manière encore plus radicale qu'à l'époque et d'une manière un petit peu opposée, c'est-à-dire que même si à l'époque Danzo il faisait des choses mauvaises, il pensait dans sa tête en tout cas faire le bien. Vous savez, dans les séries, on a toujours deux types de méchants. Le méchant qui sait qu'il est méchant, qui aime ça en fait, un peu, je sais pas moi, comme le Joker dans Batman. Et il y en a d'autres, comme Zamasu dans Dragon Ball Super, qui font le mal mais qui ne le comprennent pas et ne le savent pas, ne s'en rendent pas compte. Ils croient faire le bien. Et bien Danzo fait partie de cette case des Zamasu et compagnie. Et justement, est-ce que là, ça ne serait pas la preuve que après le Baku, l'opposé du Noué, et bien maintenant Danzo a reviré de côté, un côté plus méchant assumé justement, une énorme rancœur et haine qu'il habite envers Konoha, et que maintenant son associé, on va dire en termes d'invocation, le pacte qu'il a formulé se fait avec le Noué et plus avec le Baku. Je pense que ça pourrait coller énormément à notre situation, en tout cas les devins. Et je pense que j'ai même pas détaillé tous les éléments qui pourraient coller avec le personnage de Danzo et tout ça, mais en tout cas je vous fais confiance pour venir compléter ou pas cette prédiction-là en zone commentaire. En tout cas je suis super heureux qu'on ait vu juste il y a à peu près 2 mois en arrière concernant le Noué, que ça se soit vraiment réalisé dans la série. Bien sûr le but de mes vidéos c'est de venir en parler avec vous, de partager un bon moment et tout ça, mais quand derrière il y a la prédiction qui se réalise, c'est un peu la cerise sur le gâteau, vous voyez, c'est vraiment le truc qui fait super plaisir. Du coup les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là, et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour le prochain Arts Divinatoires.